Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin à travers votre émission L'invité de l'économie de la semaine. Nous parlons dans ce numéro de votre émission hebdomadaire de la fiscalité et de la fiscalité dans tous ces États au Bénin. Question, comment intégrer le dialogue dans les relations entre acteurs publics et ceux du secteur privé pour favoriser l'investissement, mais aussi l'amélioration du climat des affaires au Bénin. C'est la principale problématique autour de laquelle nous échangeons avec notre invité déjà installé ce soir sur place, Roland Reboux. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, monsieur le journaliste. Monsieur Reboux Roland, je précise à nos téléspectateurs que vous êtes le président du Conseil des investisseurs privés au Bénin, CIP Bénin. Vous êtes opérateur économique, patron d'entreprise avec un riche parcours dans le secteur privé et notamment dans le secteur industriel. Monsieur Reboux, pour commencer, première question, comment se porte l'investissement privé au Bénin actuellement ? Bon, bien, l'investissement privé au Bénin ne se porte pas trop mal, on peut dire, compte tenu de l'environnement international qui, petit à petit, est de plus en plus déprimé. Au contraire, grâce au PAG qui est en pleine course actuellement, qui est en plein développement, nous avons beaucoup d'investisseurs qui se pressent non seulement à Glodjik Bay, ce qui est un peu évident, mais également ailleurs, en particulier dans la zone de Sémé, où il y a plusieurs entreprises importantes qui se sont installées. Alors quand on écoute ce développement que vous commencez, c'est-à-dire que comparé, parce que M. Reboux est au Bénin, béninois d'ailleurs, vous l'êtes déjà, vous êtes au Bénin, ça fait un demi-siècle. Dites-nous, est-ce ça dit que vous avez noté quelques changements concrets sur lesquels vous souhaitez aborder au Bénin quand on parle de l'investissement et notamment de l'émergence du secteur privé international? Oui, tout à fait. Bon, le fait d'avoir créé cette zone économique spéciale à Glodjik Bay, ça a été un élément d'attraction pour le Bénin. Ça fait parler du Bénin et ensuite les gens viennent, ils font leur choix. Certains s'installent dans cette zone, d'autres préfèrent aller s'installer hors zone, mais effectivement, ça a changé complètement la donne par rapport à auparavant, où on s'installait, mais on s'installait à dose homéopathique, je dirais. Avec peut-être quelques contraintes, quelques difficultés que vous rencontrez il y a quelques années, mais qui ne sont plus peut-être d'actualité. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Oui, en partie, puisque bon, ceux qui s'installent dans la zone de Glodjik Bay ont des avantages qui ont été énoncés très précisément par la loi qui gère, qui crée. Oui, tout à fait. Et donc il y a cet élément-là, et puis de toute façon, chacun sait les efforts du gouvernement pour assurer l'électricité, assurer la viabilité de différentes zones. Donc je pense que par rapport à la période d'avant, il y a une volonté politique qui n'existait pas. D'accord. Monsieur Reboux, président du CIP Bénin, cette question aussi qui me vient à l'esprit parce que quand on dit investisseur, investissement, secteur privé, on pense aussi directement à la fiscalité. Comment vous appréciez l'état actuel de la fiscalité béninoise? Bon, effectivement, il faut bien admettre que l'investisseur va s'intéresser à un ensemble de facteurs, mais en particulier, il y en a un qui va revenir automatiquement, mais il y en a deux qui viennent en réalité. Il y a d'un côté la loi, les tribunaux. Est-ce que s'il y a un problème avec un concurrent, un fournisseur, un client, etc., les même tribunaux... parfois avec l'État, parce que ça peut aussi arriver. Aussi avec l'État, mais enfin, disons, dans la forme la plus simple, c'est quand même avec... l'environnement économique particulier des autres industriels, autres commerçants, etc. Il y a ça. Et ensuite, il y a bien entendu la fiscalité qui doit avoir deux ou trois qualités, en particulier d'être prévisible et d'être raisonnable. D'accord. Donc, vous pensez qu'à l'heure actuelle, la fiscalité béninoise n'est pas trop pressante, en quelque sorte, sur, je dirais, l'investisseur qui vient s'installer? Bon, l'investisseur va toujours trouver que la fiscalité sera trop pressante, comme vous dites. Mais de l'autre côté, tout a été organisé au niveau de la DGI pour qu'il y ait une équité, pour que les choses se passent de façon, je dirais, ordonnée avec
un maximum de numérisation des opérations, le maximum de choses qui se font en ligne, alors qu'auparavant c'était tout un problème de contact humain difficile. Donc ça, c'est un point important. Et la fiscalité s'efforce, grâce au dialogue d'ailleurs entre la DGI et le secteur privé, d'être favorable à l'investissement, oui. Alors, Monsieur Ribou, président du CIP Bénin, avec votre expérience au Bénin, en quelque sorte, on vous trouve comme quelqu'un qui a de la légitimité pour pouvoir quand même aborder la question de la fiscalité. Et justement, en partenariat avec la CCI Bénin, la Chambre de commerce et d'industrie de Bénin, la DGI, la Direction générale des impôts, votre conseil a organisé du 18 au 20 avril 2023 un séminaire sur la fiscalité. Ce n'est pas la première fois, c'est, je crois, la deuxième édition. Eh bien, le thème, je le rappelle à nos téléspectateurs, peut-être qui n'étaient pas au courant, engagement mutuel pour une fiscalité de développement. Monsieur Ribou, pourquoi avoir insisté, je le précise, sur la notion de l'engagement mutuel qui directement fait alliance, je dirais, au dialogue? Oui, parce que, si vous voulez, ce dialogue est indispensable. Peut-être il y a du côté de l'administration une volonté d'insister sur, disons, le mauvais contribuable, le contribuable qui est un fraudeur compulsif et qui effectivement pollue la relation entre l'administration et les contribuables, puisque très souvent, malheureusement, l'inspecteur des impôts se dirige vers la société considérée en se disant que sûrement il y a des choses louches là-dedans et ça s'attarde, on reste longtemps, on fouille tout et ça finit par créer une atmosphère un peu déplaisante. Donc je pense que la volonté du directeur général des impôts, c'est d'en finir avec ça et de faire en sorte qu'il y ait effectivement un engagement mutuel. Ça veut dire que du côté du privé, il faut payer le juste impôt. Et du côté de l'administration, il faut éviter que les choses ne tournent à la recherche de vaches à lait. Alors, Monsieur Ribou, si je le comprends bien, quand on jette un coup d'œil sur les acteurs que vous avez mobilisés pour le compte de ce séminaire, je vais citer la douane, Bénécontrôle et d'autres acteurs du secteur privé, de grandes entreprises que vous arrivez quand même à mobiliser. Ce n'est pas une chose courante. Monsieur Ribou, est-ce à dire que finalement, quand on parle de la fiscalité, c'est en quelque sorte, vous l'avez peut-être fait exprès en réunissant la douane, Bénécontrôle. Est-ce que ce sont ces acteurs aujourd'hui qui constituent le moteur de la fiscalité en lien avec l'investissement au Bénin? Écoutez, ce n'est pas un secret, mais enfin je vais quand même vous le révéler. Ce n'est pas nous vraiment qui avons imaginé de réunir sur un seul plateau, on peut dire, la douane, Bénincontrôle et la direction générale des impôts. C'est le directeur général des impôts lui-même qui a souhaité que ça se passe comme ça, parce qu'il est bien conscient que l'acteur économique ne peut pas éviter de passer par ces trois opérateurs, je dirais, publics, pour arriver à l'impôt. L'investisseur doit faire venir des marchandises, des matières premières, etc. Il passe par Bénincontrôle. Il va faire peut-être certainement face à ce qu'on appelle la fiscalité de porte, qui est au niveau de la frontière, donc le dédouanement. C'est la première étape, oui. Donc il va avoir d'abord Bénincontrôle qui va évaluer de la façon la plus juste possible, espérons-le, la valeur des marchandises qui rentrent. Ensuite, la douane sera là pour prendre son impôt, ses droits, et après l'activité économique va se dérouler avec la direction générale des impôts. Donc cette idée du directeur général des impôts de réunir ces trois acteurs publics dans un même plateau était une idée excellente qui a permis de voir beaucoup de choses une nouvelle fois, comme d'ailleurs on l'avait fait à la première édition qui avait été très éclairante, en tout cas pour moi, et j'imagine pour beaucoup de gens qui ont participé, qui ont mieux compris toutes les problématiques de la Direction générale des impôts.
D'accord. Alors, Monsieur Riboud, on va faire un état des lieux, même si c'est dans sa globalité, mais on fait l'état des lieux, des avancées cas par cas, avec vos négociations avec les autorités publiques, la Direction générale des impôts. Parfois, on vous voit au Parlement lorsqu'il s'agit d'élaborer sur la loi des finances de chaque année. Quels sont aujourd'hui les points de satisfaction? C'est vrai, vous faites partie des acteurs importants quand même du secteur privé à côté du patronat, la CONEB et bien d'autres. On fera donc justement le point de ces avancées quand on prend la douane. De quoi le secteur privé est-il satisfait aujourd'hui en termes d'innovation, en termes de réforme? Bon, là, la douane, vous le savez, c'est doté elle a été dotée par le président de la République d'un directeur général qui est là pour améliorer les choses, réguler les choses. Elle s'est dotée aussi, la douane, d'un directeur général adjoint qui a une immense expérience, qui vient du Sénégal. Et je pense que les deux font un travail important. Parmi les choses importantes, il faut noter, ça c'est sur, je dirais presque le moyen terme, le fait que 150 nouveaux inspecteurs des douanes ont été recrutés. Ce qui veut dire que d'ici à peu près 2 ans, ils seront opérationnels. Donc ça va augmenter peut-être d'un cinquième les capacités de la douane d'agir de façon efficace. Ça, c'est un point important. Un autre point qui pourrait paraître anecdotique, mais qui est quand même un point à noter, c'est le fameux drawback, c'est-à-dire ces règles qui permettent de récupérer la matière douanière lorsque on réexporte au sein d'un produit fini une matière première qui a été importée et qui a payé à la douane. Donc ça c'est important, le directeur général adjoint en a beaucoup parlé et on est très satisfait de savoir que cette règle est maintenant devenue une règle imposée. Donc ça, du côté de la douane, ne serait-ce que ces 2 éléments, mis à part le fait qu'il y a une modernisation constante de toutes les procédures. L'enlèvement, les dédouanements. Oui, tout à fait. Donc ça nous satisfait pleinement. Bien entendu, du côté de Benin Control, il y a aussi un souhait d'accélérer justement les procédures. Alors, ce qui nous a été révélé, on aurait dû le savoir, mais enfin, c'est mieux de l'apprendre comme ça, c'est que lorsqu'on doit ouvrir un conteneur, toutes les entités qui sont intéressées par ce conteneur se présentent immédiatement. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas ouvrir le conteneur pour une première administration, le refermer, l'ouvrir pour une deuxième, etc. Tout le monde vient et en une seule fois, on arrive donc à éliminer le problème du conteneur. Et donc, ça, c'est aussi extrêmement important. Donc, voilà, il y a toutes ces mesures, autant de Benin Control que de la douane, qui sont positives pour nous. Alors, et du côté de la Direction générale des impôts, votre partenaire avec lequel vous avez organisé ce séminaire qui n'est pas à sa première édition, et quelles sont les avancées que le CIPB a notées au niveau de la Direction générale des impôts? Si vous voulez, ce que nous avions demandé dans le temps, avant l'arrivée du président Talon, c'était justement une accélération de la numérisation qui ne se faisait pas. On devait payer ses impôts en allant faire la queue à la Direction générale des impôts et autres. On perdait des journées entières. Bon, lorsqu'on avait demandé à ce que ce soit bancarisé, ça a été refusé sur des prétextes fallacieux. Puis tout d'un coup, là, on est dans un domaine complètement différent. Tout se numérise, tout peut être fait à distance, etc. Donc c'est un monde différent que nous avions souhaité et ça s'est passé, c'est allé plus loin que ce que nous espérions. Donc ça, je pense que de ce point de vue-là, on a lieu d'être content avec l'action de la Direction générale des impôts. D'accord. Alors, malgré ces notables avancées, dites-nous quelles sont les contraintes, quelles sont les difficultés que le secteur privé, notamment l'investisseur, continue de rencontrer parce qu'on n'en manque jamais. Par rapport aux impôts, vous voulez dire? Par rapport à la douane? De façon globale, si vous voulez. Bon, par rapport aux impôts, par rapport aux contrôles fiscaux, ce qui nous gêne toujours, je l'ai dit en début d'intervention, c'est le fait que dans la mesure où il y a encore trop de fraudeurs compulsifs,
il y a quand Et même... qui entache en quelque sorte même les bons élèves que Exactement, vous êtes, par exemple. Exactement, je ne le fais pas dire. C'est le résultat. C'est-à-dire que finalement, on est encore dans une situation où beaucoup de contrôles fiscaux se font avec l'idée derrière la tête de l'inspecteur que forcément il y a une fraude quelque part et qu'il doit la trouver. Donc des fois il trouve des fraudes erronées, des fraudes qu'il a imaginées qui n'existent pas, et ça fait perdre du temps et ça fait ça fait créer du stress, et c'est pas bon pour ni la relation ni pour comment dire, c'était pas un long fleuve tranquille pour l'investisseur qui déjà a tellement de problèmes avec une économie mondiale qui est en difficulté. Donc ça, c'est un vrai problème. Alors, vous êtes un peu comme, je ne vais pas dire le porte-parole du secteur privé, mais quand on vous voit très engagé, un monsieur qui se bat et qui mobilise même des fonds pour organiser de pareils séminaires, c'est pas quelque chose de, je vais dire, d'actualité qu'on voit souvent, mais quand vous faites tout cela, aujourd'hui, avec ce séminaire que vous avez organisé pour renforcer le dialogue entre le public et le privé, aujourd'hui, quelles ont été, je dirais, vos attentes au départ? Bon, au départ, c'est quand même bien un séminaire pour de l'information. C'est-à-dire que nous avons un dialogue permanent. Il y a un groupe de travail fiscalité qui travaille, qui se réunit régulièrement ou de temps à autre avec l'administration. Donc on n'était pas là pour donner un coup d'accélérateur. On était surtout là pour mettre les choses à plat, pouvoir parler, expliquer. D'ailleurs, disons-le franchement, j'étais un peu déçu. Il n'y avait pas assez d'intervenants du secteur privé. Je me suis senti un petit peu seul de temps à autre pour porter la contradiction ou pour porter des remarques sur certains aspects. Mais il est clair que tout n'est pas rose non plus, que dans l'exécution des tâches par certains fonctionnaires, comme je disais, c'est plutôt à charge systématiquement qu'autrement. Donc il y a toujours, bien entendu, encore un gros travail à faire pour faire remonter au directeur en personne un certain nombre de réalités, de façon à ce que lui-même puisse s'adapter et nous donner de nouvelles dispositions qui seront plus favorables, qui permettront au secteur privé, je dirais, honnête et qui désire payer ses impôts, mais le juste impôt, d'être plus à l'aise. Mais ça, c'est un combat qui ne s'arrêtera jamais. Et justement, parlant du combat, on vous voit, vous me permettez en tant qu'observateur que nous sommes, on vous voit parfois seul dans ce combat qui devait être un combat collectif. Quels sont vos rapports avec les autres organisations patronales? Encore que vous n'êtes pas forcément de patronat, même si vous êtes membre d'une manière ou d'une autre, quels sont vos rapports avec la CONEB, avec le patronat, le Conseil national du patronat? Si vous voulez, nous, je dirais qu'ils sont excellents avec le patronat, il n'y a aucun problème. À titre personnel avec le président du patronat, et puis d'une manière générale avec le premier vice-président, etc. Il n'y a aucun problème, nous avons d'excellents rapports. Et nous avons un rôle qui est une espèce de rôle pionnier, c'est-à-dire que nous sommes uniquement, je dirais, un cercle de réflexion. À la limite, ce n'est pas à nous vraiment d'aller ensuite porter le combat. C'est à nous déjà de définir sur quoi il faut combattre, de faire des propositions. Et ensuite, il y a non seulement, bien entendu, le patronat, mais il y a également la Chambre de commerce, c'est aussi le rôle, puisqu'elle réunit la totalité des acteurs. Et donc, ces gens-là sont avec nous de façon à pouvoir porter les messages qu'on souhaite porter aux autorités en général. Donc, la relation est excellente et nous sommes des alliés et nous combattons ensemble. D'accord. On vous présente alors comme un cercle de réflexion, un laboratoire, pour ne pas exagérer. Mais quand M. Ribot, avec ces éléments du Conseil des investisseurs privés au Bénin, font ce travail, quel est le coût? À quel coût vous estimez tout ce travail et comment vous trouvez le financement? Parce que ce n'est pas facile. Oh, le financement, c'est une excellente question. Ça, c'est moins que facile. Parce qu'il fut une époque, si vous voulez, où les choses allaient plus facilement.
il y avait un contexte international qui était porteur, je dirais, après les événements Covid et autres. Hein. Avant les événements Covid et autres, il y avait un système porteur et on n'avait pas grande difficulté à aller trouver chez les membres donc une participation au titre si vous voulez, d'un patronage. Donc ils avaient leur kakémono dans les réunions. Je me rappelle d'une fois, il y avait une forêt de kakémono, signifiant que chaque membre pratiquement avait donné de l'argent de façon conséquente. Certaines institutions également qui viennent aider au développement du Bénin, l'Union européenne, la Banque etc., mondiale. Banque mondiale, ils sont un petit peu dans ce domaine-là, mais si vous voulez, de façon indirecte. Il y avait donc Pacofid, par exemple. Mais tout ça a disparu. Tout ça a disparu. Les organisations internationales ont réduit fortement leur appui. Ont des programmes spécifiques dans lesquels nous n'entrons pas. Et du côté des membres, malheureusement, les membres aussi, soit que ce soit leur grande direction au niveau de... Donc, par exemple, en Europe, aux États-Unis, qui dit attention, on ne dépense pas telle chose, ou bien ils doivent demander l'autorisation, même pour des sommes dérisoires, ils doivent demander l'autorisation. Donc finalement, on se retrouve avec un véritable problème de financement de ces opérations qui deviennent de plus en plus difficiles à mettre en œuvre. Oui, c'est exact. On va vous souhaiter peut-être beaucoup de courage dans ce combat dans lequel vous vous retrouvez pratiquement seul. Monsieur Ribou, après 3 jours de travaux, là on revient sur le séminaire parce que c'est ça notre problématique. Après 3 jours de travaux, dites-nous quelles sont les grandes conclusions de cette 2e édition de séminaire sur la fiscalité avec point, je vais dire, intéressant, le dialogue entre le secteur privé et le secteur public. Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'une fois de plus, nous avons confirmé que le dialogue est là avec la Direction générale des impôts, et en particulier avec le directeur général des impôts que je salue ici, qui a été très efficace, qui est très à l'écoute. Je pense d'ailleurs que bientôt, on aura une autre session pour justement revenir sur les différentes problématiques évoquées, les craintes du secteur privé. Et surtout le suivi. Je parle de la mise en œuvre de ces recommandations, de ces doléances que vous mettez sur les tables. Oui, tout à fait. Vous avez raison. Pour moi, vous avez suivi mon intervention qui parlait de différents sujets. Parmi ceux-là, il y a le problème justement des redressements dans le cas où ça va loin, où ça va à un contentieux. Il y a des choses à faire de façon à limiter ces opérations. La commission des impôts, malheureusement, à cause justement de ces fameux fraudeurs compulsifs qui se sont rués dans cette commission où ils n'avaient rien à faire puisque leur cas était sans illusion, sans espoir, tout ça doit être revu. Donc effectivement, il y a des choses qu'on doit revoir, en particulier sur ces différents aspects. Donc je dirais contentieux, commission des impôts. Ça a été d'ailleurs, c'est nous qui avons demandé à la Direction générale des impôts de faire un exposé spécifique sur cette commission des impôts parce que c'était un grand espoir et puis on s'aperçoit que l'espoir a été détourné par, je répète, les contribuables qui n'auraient jamais dû s'en approcher. Alors je rappelle à notre spectateur que la commission des impôts a pour mission essentielle de gérer ou de tenter de régler à l'amiable les contentieux ou les conflits qui naissent souvent entre l'opérateur économique, les contribuables et la direction générale des impôts. Monsieur Ribou, en termes d'écho, parce que vous faites beaucoup de travail, en termes d'écho, en termes de retour, est-ce que vous avez l'impression d'être écouté, d'être entendu avec tout ce combat, tout ce travail que vous menez avec votre équipe? Oui, ça, je n'en ai aucun doute. Si je n'étais pas entendu, le directeur général des impôts n'aurait pas demandé à faire une nouvelle édition de ce qui s'était passé, donc la première édition de l'année dernière, en janvier-février de l'année dernière. Donc oui, c'est clair qu'il y a un dialogue permanent et que nous sommes écoutés. Après, savoir si on est entendu,
Ça dépend de la mise en œuvre, exactement, des nécessités de l'action publique aussi, mais je répète une fois de plus, du parasitage par ces gens qui refusent obstinément de payer l'impôt qui est dû. Si vous voulez. Et quel retour avez-vous justement du secteur privé, de vos confrères, si on peut le dire comme ça, du secteur privé? Oh, je pense qu'ils sont très contents que nous le mettions en avant et que nous disions les vérités, parce que souvent il y a une espèce de peur, une espèce de pudeur ou de crainte d'opérateurs économiques qui n'osent pas dire ce qui se passe, ce qui est passé, de crainte d'être indexé, comme on dit, et de devoir ensuite subir une sorte de rétorsion, ce qui, à mon avis, n'est pas le cas, puisque on n'est pas là pour jouer à ce petit jeu. Je pense que le directeur général des impôts, le ministre aussi, le ministre Wadani, ont intérêt à ce que les choses vraies soient dites, parce que sinon, plus tard, ça va se retourner contre eux. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce moment essayer de mettre la poussière sous le tapis et passer à autre chose et laisser donc les problèmes en suspens tels qu'ils sont. D'accord. Monsieur Ribou, nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro de votre émission limitée de l'économie de la semaine. Dernière question en guise de conclusion. Quel est votre message à l'endroit de vos confrères, de vos amis, de vos partenaires avec qui vous travaillez depuis des années et qui vous suivent en ce moment? Simplement que le dialogue est possible. Je pense que, comme je l'ai dit il y a quelques instants, ce serait une erreur de penser qu'il faut se cacher, ne pas parler, essayer d'aller discuter dans son coin avec la direction des impôts, avec la douane ou autre. Il vaut mieux mettre les problèmes sur la table de façon à ce qu'ils soient résolus pour tout le monde et que les choses soient beaucoup plus claires, aussi bien pour le privé que pour l'administration. Roland Ribou, vous êtes le président du Conseil des investisseurs privés au Bénin. C'est un think tank qui existe au Bénin et qui mène beaucoup de réflexions, on va même dire un laboratoire pour le secteur privé étendu, bien sûr, au secteur public, et qui a pour ambition de contribuer efficacement à l'amélioration du climat des affaires. Merci beaucoup, Monsieur Ribou, d'avoir répondu à toutes mes questions. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro de votre émission L'invité de l'économie de la semaine, consacrée à un sujet d'actualité, la fiscalité au Bénin dans tous ses états, avec pour point d'honneur le dialogue entre les acteurs du public et du privé. Mesdames, Messieurs, c'est sur ces mots que s'achève ce numéro de votre émission, L'invité de l'écho de la semaine. Merci de votre fidélité, merci de votre aimable attention. À très bientôt. Je suis libre. Aujourd'hui, nous allons découvrir notre raison de vivre. Notre thème est intitulé « Découvrir ma raison de vivre ». Je suis avec mon invitée, Madame Geneviève Arolo à Gossa. Bonsoir. Bonsoir, Madame Kaposa. Mais pourquoi est-ce qu'il est donc nécessaire ou indispensable, je vais le dire comme ça, de découvrir sa raison de vivre? Il est indispensable de le faire parce que l'amour de Dieu est toujours présent dans ma vie. Le guide spirituel des Kankar, Harold Klemper, il est le Mahanta et maître vivant, mais en tant que maître extérieur, c'est lui qui écrit des ouvrages. C'est lui qui instruit les gens sur les voies de l'ordre divin et les inspire à progresser spirituellement. Je cite, je l'ai tiré de la page 11. Nous sommes ici pour partager l'amour de Dieu avec les autres. L'amour de Dieu nous parvient directement de Dieu et par l'intermédiaire des autres. En un sens,
Redonner cet amour à la vie et à tout ce qui vit est une partie de la leçon que l'âme doit apprendre. Redonnez-le à tout ce qui vit. Nous allons parler du respect des aînés en Afrique. Qu'est-ce que le respect? Bon, pour moi, le respect, c'est un sentiment qui incite à traiter quelqu'un avec égard. C'est un sentiment qui te pousse à être poli. On ne s'assoit pas justement dans la chaise d'une grande personne. Est-ce que les aînés, en retour, doivent du respect aux jeunes? Je pense que quelqu'un qui se dit aîné est d'abord quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, quelqu'un qui est sage et qui sait se respecter. Tu sais, les aînés béninois, maintenant, avant de les voir aussi, il faut que tu aies aussi. Non, c'est ce qui tue la musique. On parle déjà ce soir du respect des aînés. OC Talk Show, c'est tous les mercredis à 21h30. En rediffusion jeudi 17h et samedi 16h. 829.
ló jojú àwo láwo fi gbọ̀bẹ̀ ló jojú àjọlájọ ẹlẹ́gẹ̀ẹ́nu bá àjọra ẹni.